Imaginez une adolescente de seulement 16 ans, courant dans les rues de Rome, les cheveux au vent, le cœur en feu. À ses côtés, un jeune homme passionné, Luca Cordero di Montezemolo, oui, celui qui deviendra plus tard le mythique patron de Ferrari, hurle à plein poumon. Ti amo, comme un fou, les bras grands ouverts, comme si le monde entier devait entendre son amour. C'était son premier amour, pur, intense, incontrôlable. Et ce fut aussi sa première grande douleur, celle qui laisse une marque invisible mais indélébile. Quelques années plus tard, à 19 ans à peine, elle met au monde une petite fille, Nek, dans le secret le plus absolu. Jamais elle ne révélera le nom du père. Les rumeurs enflamment les journaux, les spéculations vont bon train, mais elle garde le silence, un sourire énigmatique aux lèvres. Au sommet de sa gloire, adulée par des millions de spectateurs, elle tombe éperdument amoureuse de l'artiste le plus charismatique et le plus aimé d'Italie, alors qu'elle est déjà mariée à un autre homme. Des décennies après, cet homme Adriano Celentano balance tout publiquement, sans même la prévenir. Elle parle de trahison, de violation de son intimité. Pourtant, aujourd'hui, à plus de 70 ans, elle affirme calmement, ça en valait la peine. Ornella Muti, la beauté éternelle du cinéma italien. Celle que l'on croyait connaître à travers ses rôles sensuels, ses regards langoureux et ses sourires mystérieux, se confie enfin sans filtre. Dans son autobiographie parue en 2025, intitulée « Questa non è Ornella Muti », ceci n'est pas Ornella Muti. Elle lève le voile sur les hommes qui ont traversé sa vie comme des tempêtes, sur les secrets qu'elle a enfouis pendant des décennies, sur le chaos caché derrière son image de diva parfaite. De l'usage de drogue dans sa jeunesse à l'abandon ressenti dès l'enfance, des coups de fouet sur un plateau de tournage aux prières désespérées adressées à un Dieu auquel elle ne croyait plus, tout y passe. Ce n'est plus la star intouchable que l'on imaginait. C'est une femme blessée, résiliente, complexe, qui a transformé sa douleur en force. Et oui, c'est encore plus sombre, plus profond et plus humain que ce que l'on soupçonnait. Née Francesca Romana Rivelli à Rome en mars 1955, elle grandit dans un univers de contrastes extrêmes. Raffinement artistique d'un côté, chaos émotionnel de l'autre, amour maternel distant et paternel explosif, rires étouffés et pertes brutales. Sa mère, Ilse-Rona Kroos, sculptrice estonienne issue d'une lignée aristocratique, descendante même du médecin personnel du tsar de Russie, apportait à la maison une élégance froide, des silences cultivés, des statues d'argile qui semblaient plus vivantes que les habitants. Son père, Renato Rivelli, journaliste napolitain au tempérament de feu, remplissait l'espace de bruit, de dettes de jeu, de promesses non tenues d'un charme irrésistible du Sud. Maman était la glace, papa le feu, et moi je vivais dans la fumée entre les deux, dira-t-elle plus tard avec une pointe d'ironie triste. Cette dualité l'a marquée à jamais. Dès l'âge de 4 ans, pour des raisons soi-disant médicales, poumons fragiles, air pur des Alpes recommandé, on l'envoie chez une tante en Suisse. Officiellement, c'est pour sa santé. Pour la petite Francesca, c'est un exil incompréhensible. Elle ne parle ni allemand ni français, oublie peu à peu l'italien, se sent abandonnée sans explication. On m'a dit que c'était pour mon bien, mais personne ne m'a expliqué pourquoi on me laissait seule. Écrira-t-elle. Cette année 2000 est une cicatrice profonde, le sentiment viscéral de ne pas appartenir, de flotter entre les mondes, qui ne la quittera jamais, même au fait de la célébrité. À 11 ans, nouvelle fracture. Son père adoré, malgré ses faiblesses, meurt subitement d'une crise cardiaque sous ses yeux. Un râle étrange, un corps qui s'effondre, et c'est fini. Ce jour-là, j'ai cessé d'être un enfant, confie-t-elle. Sa mère, artiste brillante mais peu maternelle, restée distante, nomade, plus à l'aise avec ses sculptures qu'avec une fille en deuil. Ornella apprend très tôt l'autonomie forcée. Il n'y avait personne pour me tenir debout, alors j'ai appris à me tenir toute seule. C'est dans ce contexte de survie émotionnelle qu'elle entre presque par hasard dans le cinéma à 14 ans. Un directeur de casting remarque son visage angélique et intense. On lui propose La Mowgli più bella de Damiano Damiani. Le salaire, 1 million de lire. Avec un père décédé et une famille en difficulté financière, elle accepte. Le rôle, inspiré de l'activiste sicilienne Francesca Serio, exige une maturité écrasante pour une adolescente. Sur le plateau, Damiani la pousse à l'extrême, gifle réel pour faire couler les larmes, coup de cravache sur les jambes, pour la réveiller. Elle rentre chez elle couverte de bleu, le médecin prescrit du repos, mais la production rétorque. Soyez reconnaissante qu'on la laisse tourner. C'était le baptême du feu. À 14 ans, elle devient professionnelle, à 20 ans un fantasme public, à 30 ans un mythe vivant. Mais sous le glamour reste la petite fille abandonnée, celle qui a appris à sourire malgré la douleur, à transformer les blessures en écran de projection pour le monde entier. Les premiers émois amoureux d'Ornella arrivent comme une tornade à 16 ans. Luca Cordero di Montezemolo,
Jeune, riche, charismatique, fougueux, représente tout ce qu'elle n'a pas connu. La stabilité apparente, l'élégance, la passion débridée. Il court dans les rues en criant « Ti amo », lui offre une fine bague de promesses, une « Fedina », symbole d'un amour adolescent qui semble éternel. Il était fou, mais d'une folie magnifique, se souvient-elle. Il la fait rire comme personne, la fait se sentir vivante, désirée, importante. Pour une jeune fille élevée dans le chaos et l'abandon, c'est une révélation, quelqu'un qui la voit vraiment. Mais les amours de jeunesse, surtout dans la haute société romaine des années 70, ne résistent pas longtemps à la réalité. Sans dispute explosive, sans cris, juste un silence glacial. Lucas choisit une autre femme, Sandra, qu'il épouse. Ornella encaisse en silence, ne pleure pas en public, mais la blessure reste ouverte des décennies. Quelqu'un de plus alto, de plus adapté, dira-t-elle avec une mélancolie retenue. À peine 3 ans plus tard, à 19 ans, nouvelle tempête, elle tombe enceinte. Naissance de Nek Rivelli en 1974. Scandale immédiat dans l'Italie bien pensante. Ornella, déjà star montant grâce à des films comme La Mowgli più bella ou Swashbuckler, refuse catégoriquement de nommer le père. Les tabloïds spéculent à outrance. On pointe du doigt José Luis Bermúdez de Castro, riche producteur hispano-cubain, de plusieurs décennies son aîné, avec qui elle a eu une liaison au début des années 70. La chronologie colle, les rumeurs enflent, les photos volées circulent. Mais Ornella reste muette, protège farouchement ce secret. Nek porte le nom de sa mère, Rivelli, et grandit dans l'ombre de ce mystère. Pendant des années, la jeune femme croit elle-même que José est son père. Ce n'est que bien plus tard qu'elle fait un test ADN qui révèle la vérité. Non, ce n'est pas lui. L'identité réelle du père biologique reste, encore aujourd'hui, l'un des secrets les mieux gardés du star system italien. Certains murmurent que même Nek ne le sait pas avec certitude. Ornella, interrogée des centaines de fois, se contente d'un sourire énigmatique et change de sujet. Certaines choses n'appartiennent qu'à nous. Cette maternité précoce, assumée seule face à la presse vorace, force son caractère. À 19 ans, elle n'est plus seulement une actrice en herbe, elle est mère, protectrice, gardienne d'un secret. Cela renforce son image de femme indépendante, mystérieuse, intouchable. Mais en privé, c'est une charge émotionnelle immense. Élever un enfant tout en construisant une carrière fulgurante, sans filet familial solide, sans père pour partager le fardeau. Nek deviendra plus tard mannequin, chanteuse, actrice, un miroir parfois troublant de sa mère, et leur lien reste l'un des piliers les plus solides de la vie d'Ornella. Cette période marque aussi le début d'une prise de conscience. L'amour romantique peut être destructeur, mais un enfant peut devenir une ancre, une raison de tenir debout malgré tout. Elle dira plus tard « Nek a été ma lumière quand tout autour semblait s'effondrer. Sans elle, je ne sais pas où je serais allé. » Tout commence sur le tournage de Il Bisbetico Domato en 1980. Adriano Celentano et Ornella Muti forment un duo comique explosif à l'écran. Lui, le rustre au grand cœur, elle, la femme forte et sensuelle. L'alchimie est immédiate, électrique. Le public en redemande. 1 an plus tard, en 1981, ils se retrouvent sur Innamorato Pazzo. Cette fois, c'est hors caméra que les étincelles deviennent incendies. Leur connexion est intime, espiègle, dangereuse. Adriano, marié à Claudia Mori depuis des années, et Ornella, mariée à Federico, savent que c'est interdit. Mais l'attirance est trop forte. Il était drôle et je tombe toujours amoureuse de ceux qui me font rire, confiera-t-elle. L'équipe du film le sent, la presse les traque, les rumeurs enflent. Pourtant, pendant plus de 40 ans, il nie farouchement. Jusqu'au jour où, des décennies plus tard, Adriano lâche la vérité dans une interview, sans prévenir Ornella. Il l'a dit sans me demander. C'était une violation. Se souvient-elle? La voix teintée de colère. On avait été si prudent. Je pensais que c'était enterré pour toujours. Et boum, il décide de tout ressortir. Ornella ne dément pas. Au contraire, dans son livre de 2025, elle assume. C'était la seule trahison de ma vie. Et oui, c'était une histoire d'amour, pas seulement de sexe. Je ne crois pas au sexe sans amour. L'aventure fut brève, intense, inoubliable. Peut-être que j'ai trompé parce que j'avais été trompé avant, réfléchit-elle. Ou peut-être que c'est juste l'excuse qu'on se donne. Adriano était tout ce qui la fascinait. Charisme, humour, énergie brute. J'aurais continué si les circonstances avaient été différentes, avoue-t-elle simplement. Même Nek, alors petite, se souvient de ses visites. Il venait à la maison. J'étais toute petite, mais je le revois encore.
Cette liaison marque un tournant. Ornella réalise que l'amour peut être destructeur, mais aussi libérateur. Elle ne regrette pas vraiment. Ça en valait la peine, répète-t-elle aujourd'hui. Après l'effondrement du mariage avec Federico et les remous de l'affaire Celentano, Ornella entre dans une phase plus introspective. En 1998, elle rencontre Stefano Piccolo, chirurgien esthétique respecté, intellectuel, loin des projecteurs. Il lui offre ce qu'elle n'a jamais vraiment eu, normalité, calme, écoute attentive. Pendant 10 ans, ils forment un couple discret, presque idéal en apparence. Mais peu à peu, la relation devient étouffante. J'ai laissé toute ma vie passer à travers lui, avoue-t-elle. Je me suis perdu sans m'en rendre compte. Pas de violence, pas d'accusation directe, mais une dépendance émotionnelle qui l'érode. La rupture en 2008 est un choc. Elle doit reconstruire son identité de zéro. Peu après, arrive Fabrice Hervé, homme d'affaires français plus jeune qu'elle de 10 ans. Leur histoire est apaisée, raffinée, loin des scandales. Ils voyagent beaucoup, notamment en Russie où Ornella se sent liée par ses racines estoniennes. C'est une période d'exploration, de redécouverte personnelle. Mais la distance géographique et émotionnelle finit par user le lien. En 2020, après 12 ans, ils se séparent sans drame. Juste le silence, juste la distance. Parfois, c'est comme ça que ça finit. Depuis, Ornella a choisi la solitude choisie. S'il doit venir, que l'amour vienne pour me porter, pas pour me définir. Dans son autobiographie de 2025, Ornella lâche enfin les masques. Elle parle ouvertement de son expérience avec le LSD dans les années 70. Tout le monde en prenait dans ce milieu. On se croyait invincible. Puis le drame. Une amie proche fait une overdose, marche jusqu'à la fenêtre et saute. Ce moment brise l'illusion. J'avais Neck. Je ne pouvais pas disparaître. Elle était mon encre. Elle développe longuement le thème de la solitude structurelle. Abandon en Suisse à 4 ans, mort du père à 11 ans, mère distante. C'est facile de manipuler une femme qui projette sur ce dont elle a besoin pour guérir. Elle analyse ses relations. Je voulais une famille parfaite parce que la mienne était chaos. Mais je la brisais moi-même par mon intensité. Sur le plan spirituel, après des années de bouddhisme, rituel, souhait à court, moyen ou long terme, rien ne vient. Puis un jour, elle prie simplement Dieu. En une semaine, tout s'est adouci. J'ai senti que quelqu'un veillait sur moi. La foi devient refuge, pas dogme. Aujourd'hui, à plus de 70 ans, Ornella Muti a trouvé une forme de paix qu'elle n'avait jamais vraiment connue auparavant. Elle n'est plus seulement la star des écrans, la beauté iconique qui faisait tourner les têtes dans les années 70 et 80. Elle est avant tout une mère, une grand-mère, une femme qui a traversé les tempêtes et qui, enfin, savoure le calme relatif d'une vie centrée sur sa famille élargie. Ses 3 enfants, Neck, Carolina et Andrea, et surtout ses 4 petits-enfants représentent pour elle bien plus qu'une simple descendance. Ils sont sa rédemption, son ancre dans le présent, la preuve vivante que malgré le chaos de son passé, quelque chose de beau et de durable a pu naître. Commençons par Neck Rivelli, la première, née en 1974 alors qu'Ornella n'avait que 19 ans. Neck n'est pas seulement sa fille aînée, elle est un miroir, une complice, presque une sœur dans certains moments. Ornella l'a élevée seule, face au jugement de la société italienne, au paparazzi qui traquait chaque détail de sa vie privée, et sans jamais révéler le nom du père, un secret qu'elle garde jalousement encore aujourd'hui. Neck a grandi dans ce tourbillon. Fille d'une star, elle a hérité du charisme, de la beauté et de la détermination de sa mère. Elle est devenue mannequin, chanteuse, actrice à part entière, participant même à des émissions comme Pechino Express aux côtés de son demi-frère Andrea. Leur lien est unique. Ornella dit souvent, « On a grandi ensemble. Elle n'était pas seulement ma fille, elle était ma sœur, mon miroir, mon fil de vie. » Neck a été l'encre qui a empêché Ornella de sombrer dans les moments les plus sombres. Quand la célébrité arrivait trop vite, quand les amours tournaient mal, quand la solitude menaçait de l'engloutir, c'était Neck qui la ramenait à la réalité, qui lui rappelait pourquoi elle devait continuer à se battre. Aujourd'hui, Neck est une femme adulte, mère elle-même, et leur relation reste l'une des plus solides et des plus tendres de la vie d'Ornella. Elles vivent parfois ensemble, partagent des moments simples en campagne, loin des flashs, et Ornella répète souvent que Neck l'a sauvée autant qu'elle l'a élevée. Puis viennent Carolina et Andrea Fascinetti, nés de son second mariage avec Federico Fascinetti. Carolina, née en 1988, et Andrea en 1990 ou 1987 selon certaines sources, mais confirmons autour de cette période, ont grandi dans une famille recomposée où Neck tenait déjà une place centrale. Contrairement à leur demi-sœur aînée,
Ils ont connu une enfance plus stable, avec un père présent et une mère qui, malgré sa carrière internationale, essayait de préserver un cocon familial. Tous deux ont choisi de suivre les traces d'Ornella dans le monde du spectacle. Carolina est devenue actrice, apparaissant dans des séries et films italiens, tandis qu'Andrea a également embrassé une carrière devant la caméra, bien qu'il ait traversé des épreuves personnelles difficiles. En 2017, on lui a diagnostiqué un cancer du cerveau, une bataille qu'il a menée avec courage, soutenue par toute la famille. Heureusement, il s'en est sorti, et cette épreuve a renforcé les liens entre tous. Ce qui rend Ornella particulièrement émue aujourd'hui, ce sont ses 4 petits-enfants, qu'elle décrit comme les véritables amours de ma vie. Le premier est Akash Settorelli, né en 1996 de Neck et de son compagnon d'alors, Christian Settorelli. Akash porte un prénom indien signifiant « ciel », un choix qui reflète peut-être l'espoir et la liberté que sa grand-mère a toujours recherché. À plus de 25 ans maintenant, en 2026, il approche des 30, Akash est devenu un jeune homme proche d'Ornella. Ils partagent des moments complices. Elle l'a même emmené avec elle dans des émissions télévisées comme Verissimo, où ils parlent ouvertement de leurs liens. Akash représente pour elle la première génération qui n'a pas connu le chaos de son enfance à elle. Il a grandi avec une grand-mère star, mais aussi avec beaucoup d'amour et de stabilité. De Carolina sont nés 2 enfants, Alessandro, né le 29 novembre 2014, et Giulia, ou Julia selon les translittérations, né en 2016. Alessandro est le 2e petit-fils d'Ornella, un garçon vif et curieux qui apporte de la joie dans la maison. Giulia, la petite fille, est souvent décrite comme une mini-version de sa grand-mère, belle, expressive, pleine de vie. Carolina, en tant que mère, a su créer un environnement familial chaleureux, et Ornella adore passer du temps avec eux, jouer, raconter des histoires de ses tournages, ou simplement les regarder grandir sans la pression de la célébrité qu'elle a connue trop tôt. Enfin, Edoardo Fascinetti, le 4e petit enfant, né en 2022 du couple formé par Andrea et sa compagne. Edoardo est le bébé de la famille élargie, celui qui symbolise le renouveau. Sa naissance a rempli Ornella de bonheur pur. Après tant d'années de lutte, de séparation, de secrets et de douleur, voir un nouveau-né dans la lignée familiale est pour elle une victoire. Elle parle souvent de ses 4 enfants, Akash, Alessandro, Giulia et Edoardo, comme d'une chaîne ininterrompue d'amour. Ils me donnent force et stabilité, confie-t-elle dans des interviews récentes. J'ai fait une grande maison aussi pour eux, mes enfants, mes petits-enfants. Je suis très fortuné d'avoir des enfants qui m'écoutent, qui sont toujours prêts à être là. Cette phase de sa vie est marquée par une sérénité nouvelle. Ornella vit souvent en campagne, loin du tumulte romain ou des plateaux de tournage. Elle est devenue végane, attentive à sa santé, centrée sur elle-même et sur les siens. Les petits-enfants apportent le rire, les câlins, les questions innocentes qui la ramènent à l'essentiel. Neck reste son pilier émotionnel, mais les plus jeunes lui offrent une seconde jeunesse. Elle joue avec eux, les gâte, leur transmet des valeurs de résilience et d'amour inconditionnel. Dans son autobiographie de 2025, elle insiste sur ce point. La famille n'est pas parfaite, elle est chaotique comme la sienne l'a été, mais elle est réelle. Et c'est dans cette réalité qu'elle trouve enfin sa rédemption. Les petits-enfants ne sont pas seulement des enfants à chérir, ils sont la preuve que le cycle de l'abandon et de la douleur peut s'arrêter. Ornella, qui a été envoyée en exil à 4 ans, qui a perdu son père à 11 ans, qui a traversé des amours destructeurs, voit en eux la continuité d'un amour qu'elle a dû construire elle-même, pierre par pierre. Akash, avec son prénom évocateur de ciel ouvert, Alessandro et Giulia, plein d'énergie. Edoardo, le petit dernier qui symbolise l'espoir, tous portent en eux un peu d'elle, mais sans les cicatrices qu'elle a portées si longtemps. Aujourd'hui, quand on lui demande ce qui compte le plus, elle répond sans hésiter, ses enfants et ses petits-enfants. Ils sont sa victoire sur le passé. Ils sont la raison pour laquelle, malgré tout, elle croit encore en l'amour, pas celui qui consume, mais celui qui nourrit, qui protège, qui dure. Et dans les moments calmes, entourée d'eux, Ornella Muti n'est plus la diva. Elle est simplement nonna, maman, femme comblée. À plus de 70 ans, Ornella Muti ne se contente plus de fuir ou de masquer les ombres de son existence. Dans son autobiographie, Qu'esta non è Ornella Muti, publiée en octobre 2025 chez la Nave di Teseo, elle opère un véritable règlement de compte avec elle-même et avec le monde. Ce n'est pas un livre poli, édulcoré pour plaire aux fans ou aux médias. C'est une confession brute, parfois douloureuse, souvent libératrice, où elle revisite chaque chapitre de sa vie avec une honnêteté qui désarme. Elle assume ses choix, ses erreurs, ses trahisons, y compris les siennes, sans chercher l'absolution facile, mais en cherchant plutôt une forme de paix intérieure.
Ce regard rétrospectif est teinté de compassion envers la petite Francesca qu'elle fut, envers la jeune actrice broyée par l'industrie, et envers la femme qui a aimé avec une intensité qui frôlait parfois l'autodestruction. L'une des phrases les plus marquantes du livre, souvent citée dans les interviews et les articles de 2025, résume parfaitement cette acceptation. J'ai toujours armé mes ennemis, et avec joie en plus, comme si je leur tendais mon épée en flamme pour qu'ils me transpercent avec. Cette métaphore puissante illustre sa tendance récurrente à se livrer trop vite, trop entièrement, à des personnes qui, finalement, ne savaient pas ou ne voulaient pas la tenir sans la blesser. Elle reconnaît avoir offert son cœur, sa confiance, son intimité à des hommes qui, pour certains, l'ont manipulée, abandonnée ou trahie. Mais elle ne se pose pas en victime éternelle. Au contraire, elle analyse avec lucidité comment sa soif d'amour, née des abandons précoces, la Suisse à 4 ans, la mort du père à 11 ans, la mère distante, l'a rendue vulnérable. C'est très facile de manipuler une femme qui voit en vous ce qu'elle a besoin d'y voir, écrit-elle. Quand on est blessé, on projette tous ses rêves sur quelqu'un. On tombe amoureuse de l'idée de guérir, pas de la personne en face de soi. Et là, on devient aveugle. Cette lucidité s'applique aussi à ses propres fautes. Elle ne minimise pas sa liaison avec Adriano Celentano, qu'elle qualifie toujours de « la seule trahison de ma vie ». Dans des interviews post-publication, comme celle accordée au Corriere della Sera en avril 2025, elle réaffirme son détour. Quand on lui demande si cette aventure en valait la peine, elle répond calmement « Je pense que tant que c'est arrivé, ça en valait la peine ». Elle ne regrette pas l'amour ressenti, bref, intense, passionné, même s'il a brisé un mariage et exposé sa vie privée. Elle regrette plutôt le manque de contrôle sur la révélation. Celentano, qui balance tout des décennies plus tard, sans la prévenir, lui a donné le sentiment d'être violée dans son intimité. Pourtant, elle assume. C'était une histoire d'amour authentique, pas une simple passade. Je ne crois pas au sexe sans amour. Je n'y ai jamais cru, insiste-t-elle dans le livre. Cette acceptation n'est pas de la légèreté. C'est la reconnaissance que certaines expériences, même destructrices, sont parties de qui elle est devenue. Sur les autres amours, les regrets sont plus nuancés. Avec Alessio Orano, son premier mari, elle voit aujourd'hui une union trop juvénile, trop idéalisée, qui n'avait pas les fondations pour durer. Avec Federico Fascinetti, elle regrette peut-être d'avoir cherché une stabilité trop rigide au point de s'y perdre. Avec Stefano Piccolo, le chirurgien, elle admet une dépendance émotionnelle qu'il a effacée elle-même. J'ai laissé toute ma vie passer à travers lui. Mais même ces relations, elle les regarde avec tendresse aujourd'hui. Elles étaient des tentatives sincères de construire ce qu'elle n'avait jamais eu enfant, une famille solide, un refuge. Je voulais une famille parfaite parce que la mienne, c'était le chaos. Je poursuivais ce rêve avec une telle intensité que je ne voyais pas que je le brisais moi-même. Le cinéma n'échappe pas à ce bilan sans complaisance. Ornella revient longuement sur les débuts brutaux, les gifles réels de Damiano Damiani pour faire couler les larmes authentiques dans La Mogli più bella, les coups de cravache sur les jambes, pour la réveiller. Elle décrit un monde qui exigeait tout d'une adolescente, maturité, endurance, sensualité sans jamais lui laisser le droit à l'enfance ou à la vulnérabilité. Il n'y avait pas de place pour l'enfance, pas de filet de sécurité, écrit-elle. Ces expériences l'ont endurcie, mais aussi marquée. Elle a appris très tôt à sourire à travers la douleur, à transformer les blessures en performances. Sa résilience, elle la doit en grande partie à ses plateaux impitoyables. Elle ne renie rien de sa filmographie des rôles iconiques dans Flash Gordon, Le Dernier Empereur, non, Erreur, mais des classiques comme Le Bisbetico Domato, Innamorato Pazzo, des collaborations avec Monicelli, Risi, Landis, Woody Allen. Mais elle insiste, je ne suis pas que ces images. Derrière la diva, il y avait une fille qui luttait pour exister. Aujourd'hui, les regrets existent, mais ils ne la rongent plus. Elle les accepte comme des leçons. Elle regrette les moments où elle s'est perdue dans les autres, où elle a laissé la célébrité ou les hommes définir sa valeur. Mais elle ne s'apitoie pas, j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais à l'époque. Cette acceptation lui permet une sérénité nouvelle. Elle parle de ses trahisons avec compassion, envers elle-même et envers les autres. Elle ne juge plus durement ses choix impulsifs. Elle les comprend comme des cris d'une enfant blessée qui cherchait désespérément à être aimée. Dans les interviews de fin 2025, comme sur 5 Minuti, Verissimo ou Domenicaine, elle apparaît apaisée, souriante, sans amertume. Elle répète qu'elle croit encore en l'amour, pas celui qui répare à tout prix, mais celui qui accompagne sans posséder. Ce regard sur le passé n'est pas de la nostalgie, c'est une victoire. Après des décennies à cacher, à performer, à survivre, Ornella Muti se tient enfin face à sa propre histoire sans baisser les yeux. Elle assume tout, les gifles, les cœurs brisés, les secrets, les passions interdites.
Et dans cette acceptation totale, elle trouve une liberté qu'aucun rôle, aucun homme, aucune gloire ne lui avait offerte auparavant. C'est peut-être la plus grande résilience de sa vie. Transformer la douleur en sagesse, les regrets en compréhension et les trahisons en une affirmation tranquille. Oui, ça en valait la peine. Parce que ça m'a mené ici, entière, vivante, enfin moi. À plus de 70 ans, Ornella n'a plus rien à prouver, mais tout à dire. Une vie de passion, trahison, secret, perte et renaissance. Elle conclut « Je crois encore en l'amour, celui qui reste quand tout s'effondre. » Et vous, quelle révélation vous a le plus touché? Pensez-vous qu'elle a eu raison de tout assumer ainsi? Dites-le en commentaire. Si ces histoires de légendes du cinéma vous passionnent, likez, partagez, abonnez-vous pour ne rien manquer. La vérité est parfois plus fascinante que le mythe.